Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h, dont tels sont les faits saillants. Présidence, inauguration d'une salle de simulation auto-lycée industriel de Djibouti. Et enfin, dans l'actualité internationale, élection présidentielle, Macron élu nouveau président de la République française. Voilà, donc c'était les titres. Merci à vous de nous rejoindre. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a dirigé aujourd'hui, tôt dans la matinée, la cérémonie officielle de mise en service d'un nombre important de matériel technique nouveau au lycée industriel et commercial, le LIC de Djibouti. Il s'agit essentiellement de matériel destiné au département d'apprentissage électrique et mécanique du LIC, principal établissement djiboutien en matière de dispense de formation professionnelle. Au cours de cette formation, le président de la République s'est enquis de visu de l'ensemble des matériels nouveaux acquis par le LIC. Le chef de l'État a également reçu les explications relatives à l'utilité de chacun de ces matériels. En plus de l'inauguration du simulateur de conduite de poids lourds, le président a auparavant visité deux grandes entités du LIC, à savoir le génie électrique et le génie mécanique. Le président de la République a pu apprécier de visu l'atelier électrotechnique équipé d'un système de pompage d'eau à panneaux solaires. À l'issue de sa tournée au sein des différentes unités de formation du LIC, le chef de l'État a exhorté les élèves de cet établissement à prendre soin des nouveaux équipements, saluant les efforts entrepris par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle en vue de connecter notre pays à un niveau efficient de compétences techniques et technologiques. Avec ces nouveaux matériels, notre pays se dote de moyens supplémentaires pour s'arrimer avec les besoins du marché professionnel et à réduire le chômage, notamment celui des jeunes, s'est réjoui le président Guelleh. Le ministre du département, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est lui aussi exprimé au micro de la presse à l'issue de cette cérémonie. Et le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahamoud, a surtout indiqué le fait d'état de l'acquisition du nouvel matériel de LIC sous l'impulsion directe du président de la République. Le chef de l'État est à l'origine de fonds spéciaux institués au profit de la formation professionnelle et qui permit l'achat de ce nouvel matériel, a déclaré en substance le ministre.
doorasho dadkiisa u hagar baxe halyaygaan doorano Dans une interview accordée à notre confrère Mohamed Issa lors de l'inauguration au LIC du simulation de conduite de camions poids lourds par le président de la République, le ministre de l'Éducation nationale a remercié le président de la République pour son soutien et son intérêt à la formation professionnelle de la jeunesse. Il a également insisté sur la nécessité de former la jeunesse et les étudiants du LIC sur des métiers leur permettant d'être compétitifs sur le marché du travail et en vue d'ouvrir leur propre entreprise. Écoutons le ministre. Nous avons voulu également faire découvrir au président de la République toute cette réforme, tous ces efforts qui est engagé, bien sûr avec son appui, avec son soutien, qui est engagé justement pour la promotion de la formation professionnelle. Comme vous savez très bien, aujourd'hui à Djibouti, nous avons des grands projets de développement. Nous avons donc une économie qui est aujourd'hui, machallah, une économie qui tourne bien. Mais bien sûr, pour que cette économie puisse, et cette action puisse être pérenne, il faut préparer la main-d'œuvre de demain. Donc c'est pourquoi le président de la République, avec son appui et avec son insistance, a fait que depuis l'année dernière, il y a eu un fonds, un montant de 500 millions. C'est justement pour mettre sur le marché du travail une main-d'œuvre djiboutienne performante, qualifiée et compétente. Et donc pour cela, nous sommes engagés depuis l'année dernière à mettre en place des plans de formation courtes et modulaires, mais également parallèlement puisqu'on parle de formation de qualité, il faut qu'il y ait les équipements qu'il faut. Donc parallèlement, on est rentré dans un plan d'équipement, des réhabilitations des ateliers. Et donc nous avons commencé depuis l'année dernière. On a poursuivi également cette année à renforcer, que ce soit les équipements en électricité, que ce soit les équipements en mécanique, les équipements en froid et climatisation. Donc, nous avons quand même engagé beaucoup d'équipements cette année et c'était l'occasion pour nous avec les simulateurs. Et ça, c'est les simulateurs, c'était une idée propre au président de la République parce que très souvent il entendait les reproches des professionnels qui disaient comme quoi les jeunes que nous formions sur les camions, avec bien sûr également l'appui de l'armée, qu'ils n'étaient pas encore aptes vraiment à prendre le volant sur le terrain. Et nous avons également profité de l'inauguration par le président de la République pour lui demander ses impressions au sujet de l'équipement avec ces nouveaux matériels didactiques, notamment le simulateur de conduite de camions poids lourds. Le chef de l'État a insisté sur le fait de générer chez eux l'esprit d'entrepreneuriat à travers leur maîtrise des métiers qui leur permettront de devenir des ouvriers hautement qualifiés. Voici les propos du chef de l'État. Les instruments didactique, n'est-ce pas, et d'enseignement qui fait avancer les enfants dans la formation de tous les métiers, de la mécanique à l'électrique, à l'énergie, à la conduite, n'est-ce pas. Ce sont des instruments qui sont très importants parce que nous vivons dans une période où la technologie avance et il faut que nos enfants puissent ne pas rester derrière, n'est-ce pas, pour faire face à l'évolution de ce monde, n'est-ce pas. La formation professionnelle pour les futurs conducteurs, les mécaniciens, les électromécaniciens, les spécialistes de l'énergie, je suis vraiment très encouragé d'abord. Et ensuite, je dois féliciter les ministères et les LIC, n'est-ce pas, leur souhaiter aussi bon usage de ce matériel qui est très important pour leur avenir et pour leur formation. Suite aux résultats de l'élection présidentielle française et à la nette victoire du candidat du mouvement En Marche, Emmanuel Macron, le président
Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a adressé un message de félicitations au nouveau président élu. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a souhaité plein succès et bonne réussite à M. Emmanuel Macron. Nul doute que le pragmatisme politique que vous caractérisez et la maîtrise des dossiers que vous avez si habilement su démontrer vous seront des précieux atouts dans la conduite des affaires de votre pays, a écrit le président Guelleh. Soyez sûr que vous trouverez toujours auprès du peuple et du gouvernement djiboutien tous les concours nécessaires au renforcement des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays et nos deux peuples, a par ailleurs noté le président Ismaël Omar Guelleh. Avec plus de 106 voix exprimées, Emmanuel Macron est élu hier président de la République française face à la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Et à 39 ans, Emmanuel Macron devient donc le plus jeune chef de l'État français, le 8e de la 5e République depuis Louis-Napoléon Bonaparte, mais la comparaison s'arrête là. Diplômé de Sciences Po Paris et de l'ENA, haut fonctionnaire de l'inspection générale des finances, avant de devenir banquier d'affaires de la banque Rothschild depuis 2007, il est marié à Brigitte Trogneux, son ancienne professeure de français de 24 ans, son aînée. Membre du PS durant 3 ans jusqu'en 2009, c'est en 2012 qu'il devient secrétaire général adjoint de l'Élysée et proche conseiller de François Hollande, et c'est en août 2014 qu'il est nommé ministre de l'économie et de l'industrie et du numérique. En avril 2016, Emmanuel Macron a lancé un nouveau mouvement politique baptisé En Marche, un mouvement qui n'est ni à droite ni à gauche, soutient-il, et il quitte le gouvernement en août de cette même année. Quelques mois plus tard, il annonce sa candidature à la présidentielle. Le 23 avril, les électeurs ont massivement exprimé leur rejet des partis traditionnels de droite et de gauche, arrivés en tête du premier tour avec 24,1% de voix et ayant bénéficié du vote utile de gauche. Il dit vouloir réconcilier la France. Emmanuel Macron aurait donc rempli le vide politique actuel en rassemblant des soutiens issus de tous les courants politiques du monde de l'entreprise et de la société civile. Il a su également profiter du rejet des partis traditionnels pour créer une sorte de nouveau centre. Toutes les projections le donnaient vainqueur de ce second tour. Ce n'était donc pas une surprise. Reste qu'il aura besoin d'une majorité pour gouverner. Qui des candidats d'En Marche pour les prochaines législatives, il n'y a forcément encore aucun élu dans l'Assemblée nationale. La marche donc risque d'être encore longue. Autre nouvelle, dans le cadre de sa première visite à Djibouti, le président du gouvernement autonome de Zanzibar, Ali Mohamed Shein, a visité ce matin le DP World, le nouveau port de Doralé et la zone franche. Tout d'abord, le président du gouvernement autonome de Zanzibar, M. Ali Mohamed Shein, s'est rendu au DP World où il a visité les différentes infrastructures. À son arrivée, il a été accueilli par M. Mahmoud Hussein, directeur des opérations, où il a reçu des plus amples détails sur les activités pratiquées ici. Ensuite, le président et sa délégation sont rendus au nouveau port de Doralé, où il a été accueilli à son arrivée par le directeur général du port de Djibouti, M. Saad Omar Guelleh, et ses proches collaborateurs. Le directeur du port a expliqué au président et à la délégation qu'il accompagne les activités, découvrir les infrastructures portuaires et les facilités offertes par notre pays en matière d'import-export et comprendre l'importance des investissements consentis en la matière. Enfin, le président du gouvernement autonome de Zanzibar et la délégation qui l'accompagne s'est rendu à la zone franche où il a été accueilli à son arrivée par M. Mahmoud Hussein, directeur des opérations, et par M. Mohamed Adam Wabeli, conseiller principal du président de l'autorité des zones franches et des ports. L'invité de marque et à sa suite ont pu passer en revue l'ensemble de la gamme des activités de la zone franche. Suite aux explications fournies par le chef du département marketing, M. Mohamed Aref. Ce dernier a expliqué à la délégation que le port de Djibouti et sa zone franche constituent une plateforme stratégique et incontournable qui couvre toute une région qui s'étend de la Corne d'Afrique au Soudan en passant par les pays côtiers de la mer Rouge. Rappelons que le ministre des Transports et de l'Équipement, M. Mohamed Abdelkader Moussa, a accompagné la délégation durant sa visite. Et la première dame de Zanzibar, Mouana Mouema Nassor Chanté, qui accompagnait son époux, le président du Zanzibar, dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti, a visité quant à elle ce matin le siège de l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD.
La première dame de Zanzibar, Mwana Mohamed Nassor, était accompagnée au cours de sa visite par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan, ainsi que par la secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mouna Ousmane Inden, et du staff de la première dame de Zanzibar. À son arrivée à l'UNFD, la première dame de Zanzibar a été accueillie chaleureusement par la ministre de la Femme et de la Famille, ainsi que par la secrétaire générale de l'UNFD, les femmes membres de l'UNFD, ainsi que les étudiantes de cette institution qui lui ont réservé un accueil des plus chaleureux. Par la suite, la première dame de Zanzibar a débuté sa visite par les différents locaux de l'UNFD, à savoir les cuisines où les apprenantes, les jeunes filles déscolarisées, à comment faire la cuisine. Elle a par ailleurs reçu également les explications des responsables qui lui ont expliqué comment ces jeunes filles sont prises en charge et bénéficient de ces formations. Ensuite, la première dame de Zanzibar a poursuivi sa visite au sein de l'UNFD. Elle s'est rendue dans la salle de couture où elle a pu constater le bon déroulement des formations qui sont dispensées à ces jeunes filles. Et enfin, la première dame de Zanzibar, Mouama Moueme, a terminé sa visite dans les nouveaux locaux de la cellule d'écoute qu'elle a vraiment appréciée, à savoir l'organisation et les missions de la cellule. Au cours de cette visite, la première dame a eu droit à une projection qui a retracé le rôle de l'UNFD, ses missions parmi lesquelles figurent la lutte contre les mutilations génitales féminines, ainsi que les différents services dispensés aux jeunes filles dans cette institution. Et enfin, la première dame du Zanzibar a rendu un vibrant hommage à la ministre de la Femme et de la Famille ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont accueillie. Elle a par ailleurs montré sa volonté de coopération entre l'UNFD et celui de Zanzibar. En poursuivant les visites effectuées par le président du Zanzibar à Djibouti, la première dame de Zanzibar a eu l'opportunité de se rendre dans le centre de soins des enfants. Accompagnée par une délégation de Zanzibar, la première dame a été accueillie chaleureusement par les responsables du centre d'Ariel. Dans un discours accordé à la chaîne nationale, la première dame de Zanzibar a remercié tout d'abord les responsables du centre d'Ariel qui lui ont offert un accueil le plus chaleureux qui justifie la volonté de promouvoir la relation entre les deux pays. En effet, le pouponnière d'Ariel est un centre qui accueille les enfants des opportunités pour participer au développement du pays. Également dans l'actualité, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awal Ousmane, a accueilli à l'hôtel de ville en présence des présidents des communes, Ibrahim Saïd Badoul, Mohamed Omar Ismail et Wabir Nour Eliye, une délégation de l'AIMF constituée du secrétaire permanent Pierre Baillet et de son conseiller Laurent Jabeuf en visite de travail à Djibouti du 8 au 9 mai 2017. L'Association internationale des maires francophones, l'AIMF, est créée en 1979 avec 20 villes fondatrices à l'initiative des maires de Paris, Jacques Chirac, et de Québec, Jean Pelletier. Elle est à la fois un forum de concertation entre les maires et un réseau de coopération attaché à renforcer la démocratie locale. Elle réalise en outre des projets qui contribuent à l'amélioration du bien-être des populations et à la modernisation de la gestion municipale. Présidée par le maire de Paris, Anne Hidalgo, l'AIMF a pour secrétaire permanent Pierre Baillet depuis 2009. L'AIMF accompagne également les collectivités locales dans les processus de décentralisation et
dans la mise en œuvre des politiques d'aménagement urbain au service de la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Elle place au cœur de sa stratégie la capacité des élus locaux à jouer leur rôle de leaders locaux en position de mettre en synergie l'ensemble des savoirs et compétences au profit du développement et de leur territoire. Par ailleurs, la délégation de l'AMF est introduite par le DIP de la ville de Djibouti pour une visite de courtoisie auprès du ministre délégué chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, pour ensuite rendre visite auprès du ministre de l'Intérieur, son Excellence Hassan Omar Mohamed. Autre nouvelle du pays, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Hamadou Mohamed Aramis, a procédé aujourd'hui dans la salle de réunion de son cabinet au lancement de l'étude Appui à la décentralisation financée par la délégation de l'Union européenne en présence de l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, M. Adam Koulach. 3 consultants de l'équipe de la délégation de l'Union européenne, celle du ministère délégué chargé de la décentralisation. Cette étude, qui sera entreprise par 3 experts consultants, a pour objectif d'appuyer le ministère dans la mise en œuvre de cette feuille de route par le biais d'une assistance technique avisée à la tenue des assises sur la décentralisation, que celui-ci compte organiser à l'élaboration de 2 documents, l'un portant sur un avant-projet de code collectif territorial en République de Djibouti. De l'avancement de cette étude et qu'il partagera avec elle ses résultats. Je remercie l'ambassadeur Adam Koulach et à travers lui la délégation de l'Union européenne à Djibouti pour son appui financier pour la réalisation de ces études. Autre nouvelle du pays, un atelier de formation sur la maintenance des infrastructures et des équipements biomédicaux a été organisé ce matin dans la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier en présence du secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Ahmed Roblé, du directeur général de l'hôpital général Pelletier, Hussein Mohamed, ainsi que d'un représentant de la JICA. À cet effet, cet atelier de formation est présidé par une équipe de Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière basée au Sénégal et financée par l'Agence japonaise de coopération internationale de 8 au 10 mai 2017 pour l'ensemble des techniciens biomédicaux de l'hôpital Pelletier et de l'hôpital de Balbala. Par ailleurs, cette formation permettra de rehausser et d'améliorer la maintenance hospitalière dans notre pays, mais également de renforcer les capacités des techniciens et ingénieurs des structures sanitaires. Enfin, cet atelier s'inscrit dans le cadre de renforcement des capacités techniques en entretien des équipements biomédicaux en faveur des pays francophones initiés par la JICA. Au Djibouti. Avant de venir ici, il a fait déjà aussi même formation aux différents pays. Et non mais ici, c'était ici, comme ça. Bon donc, merci de votre déplacement un peu lointaine. Et puis merci, je vous présente tous mes remerciements au ministère de la Santé. Et le secrétaire général du ministère de la Santé est intervenu lors de l'ouverture de cet atelier de formation qui va durer pendant 3 jours au sein de la salle de réunion de l'hôpital général Pelletier. Nous l'écoutons. Qui a été prévu donc de longue date concernant une formation spécifique en management de la maintenance des équipements biomédicaux. Cette management ou cette technique de management appelée 5S Kaiser est une technique qui a fait ses preuves dans d'autres pays, dans d'autres contextes, voire même, on me disait hier, au niveau de l'automobile. C'est une technique qui a été empruntée à d'autres domaines et qui a fait ses preuves donc, dans les managements ou dans la gestion donc, de la maintenance des équipements hospitaliers. C'est une formation qui est adressée à vous, techniciens ou ingénieurs biomédicaux, qui constitue le pool qui est installé ici au niveau donc, de l'hôpital général Pelletier. C'est une formation qui est la bienvenue puisque
nous sommes en train, nous avons restructuré le service biomédical. Ces services étaient avant dispersés et actuellement donc ces services est installé ici au niveau de l'hôpital général Pelletier. Ces services donc interviennent à toutes les structures hospitalières ou même à des structures de deuxième niveau, là où le besoin se font sentir. Je pense que cette formation est la bienvenue après donc cette restructuration. Dans l'objectif de redynamiser la finance islamique à Djibouti, une réunion s'est déroulée ce matin entre les représentants de la Banque centrale de Djibouti et les représentants de la Banque islamique de développement et les fonds monétaires internationaux. L'objectif est de soulagement des souffrances humaines. Un rappel qui a valu de jeter un regard rétrospectif sur le bilan des dernières années où le Croissant Rouge de Djibouti n'a cessé d'œuvrer au quotidien dans de multiples domaines d'activité. L'organisation, forte de sa longue expérience, son action du premier plan a su s'investir massivement en faveur des plus vulnérables. Là où ce changement est le plus nécessaire. Après Lesotho pour la 16e session, le monde olympique africain se donne rendez-vous cette année à Djibouti pour la 17e session de l'Assemblée générale de l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique du 9 au 11 mai prochain. Le compte à rebours a commencé pour les préparatifs de cet événement majeur et historique. Depuis une semaine, les différentes commissions de l'organisation mènent une course contre la montre pour donner pleinement jour à cette assemblée. Les salles, les tables, les chaises, la décoration, l'installation des matériels, bref, tous les détails sont pris en compte et tous les ingrédients sont rassemblés pour pouvoir assurer le jour fatidique. Il ne reste désormais que 24 heures pour porter cette flamme olympique dans notre pays. De grandes personnalités prendront part à cette assemblée première du genre dans notre pays, comme Thomas Bach, président du comité international olympique, l'intendant général Lassana Palenfo, président de l'ACNOA, l'association des comités nationaux olympiques d'Afrique, le général Ahmed Nasser, président de l'Union des confédérations sportives africaines, les Africains membres du CIO ainsi que les présidents des CENO africains. Environ une centaine de délégués prendront part à l'Assemblée générale représentant les comités nationaux olympiques et membres du CIO en Afrique. 10 autres invités des organisations partenaires, Fédération internationale des comités d'organisation des Jeux olympiques, Jeux africains, Union africaine et divers autres estimés à 30 personnes. Au total, 200 personnalités vont prendre part à ces assises de l'ACNOA qui vont s'étaler sur 2 jours. Et l'Assemblée générale de l'ACNOA, qui aura lieu donc du 9 au 11 mai au Djibouti Palace Kempinski, mettra en compétition plusieurs candidats issus des comités nationaux olympiques djiboutiens. Il s'agit bien sûr en vue du renouvellement du comité exécutif de l'organisation. Et à cette occasion, la République de Djibouti brigue le poste de 3e vice-président de l'ACNOA et ce défi est incarné par une femme. Elle se nomme Fardoussa Moussaïgué. Nous vous livrons son portrait dans ce reportage que voici. Regardez. Fardoussa Moussaïgué est titulaire d'un master en éducation physique et sportive. Elle exerça le métier d'enseignante DPS dans la plupart des lycées de la capitale durant une vingtaine d'années et de ce fait jusqu'en 2016 où elle fut promue conseillère pédagogique DPS. Mère de 3 enfants, passionnée de sport, de sa transmission aux jeunes générations, elle est aussi très investie dans le mouvement. Depuis 1998 à ce jour, Madame Fardoussa continue d'apporter sa contribution au sport scolaire. Elle est aussi première vice-présidente du Comité national olympique et sportif djiboutien depuis 2008 jusqu'à nos jours et présidente de la Fédération depuis 2016. Chef de mission aux Jeux olympiques de Londres en 2012, elle participa aussi la même année à la conférence mondiale sur la femme et le sport à Los Angeles aux États-Unis. D'ailleurs, entre 2010 et 2014, Madame Fardoussa assista à tous les forums de préparation et meetings des chefs de mission pour les Jeux olympiques de Londres en 2012 et de Nanjing en 2014, représentant donc la République de Djibouti. Elle prit part l'année suivante au forum de préparation pour les JO de Rio en 2016 à Gaborone. Jeux olympiques de Rio auxquels elle assista naturellement représentant la présidente du comité national olympique et sportif djiboutien puisque Madame Aïcha Garad participait à ces mêmes Jeux en tant que membre du CIO.
il faut dire et souligner qu'au sein de l'ACNOA, si je suis élue, on sera 2 femmes au sein de l'exécutif de l'ACNOA, donc ça fera une très bonne représentativité de la gente féminine, et je serai fière de faire partie justement de cette nouvelle ACNOA avec 2 femmes au niveau de l'exécutif. J'aimerais aussi apporter ma petite contribution au sport africain, au sport et à la jeunesse africaine, et apporter, on va dire, ma petite pierre à l'édifice qui est déjà fait. Et j'aimerais beaucoup apprendre aussi des grands administrateurs africains que je vais avoir l'occasion de côtoyer tous les jours. Je ne suis pas la seule candidate, on est 3 en lice. Il faut dire que sur les 2 autres candidats, ce sont 2 présidents d'abord de comités nationaux olympiques. Il y a celui de l'île Maurice qui est le président sortant et qui va se représenter encore, et il y a celui de Madagascar. Donc franchement, ce n'est pas du tout gagné, mais j'espère, et ma présidente qui m'a encouragée à postuler depuis que j'ai déposé ma candidature il y a 3 mois, elle est en campagne permanente pour moi, et nous espérons vraiment concrétiser cette candidature. Et le dernier message que j'adresse à la jeunesse djiboutienne, c'est soyez sur Facebook, suivez tout ce qui se passe lors de ces 3 journées, partagez et participez de façon très massive. Enfin, je me réjouis que la 17e Assemblée Générale de l'ACNOA se passe à Djibouti, et j'espère qu'elles se passeront dans de très bonnes conditions. De toutes les façons, je suis très confiante vu l'équipe dynamique qui a été engagée par la présidente et qui travaille de façon acharnée depuis presque plusieurs mois, et ces derniers jours de façon très intensive. Et j'espère franchement que ça sera une très belle réussite et que cela rehaussera l'image de Djibouti et fera rayonner notre pays. À cela, il faut ajouter que la candidate en lice pour Djibouti possède aussi à son arc un parcours remarqué et remarquable dans le domaine artistique et culturel. Pour cause, elle s'est longuement et brillamment illustrée dans la sphère théâtrale, la comédie, la mise en scène et la dramaturgie. Elle prépare actuellement une pièce de théâtre sur la légendaire Arawelo, présentée le 26 avril 2017 au Palais du Peuple. Vous l'aurez compris, c'est donc une personnalité à la fois dense et captivante qui incarne ainsi la candidature de notre pays au poste de 3e vice-présidente du comité exécutif de l'ACNOA. Et enfin, dans l'actualité nationale, dans la page nécrologie, nous avons le regret de vous annoncer le décès de M. Aboubakar Ismaël Youssouf, qui est décédé vendredi 5 mai 2017 suite à une longue maladie. Le défunt était ancien directeur du département GSM de Djibouti Telecom. Le défunt a laissé derrière lui 2 enfants. Il était aussi le frère de Sirid Ismaël, comptable à l'ambassade de Djibouti en Inde, et du député Mohamed Ismaël Youssouf. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Page nécrologie toujours, nous avons appris également avec consternation le décès de Moussa Djibril Guedi. Toutes nos sincères condoléances et plus attristés à la famille et aux proches de feu Moussa Djibril Guedi qui est mort à Djibouti. Le défunt laisse derrière lui 6 enfants et 16 petits-enfants. Feu Moussa Djibril était ancien officier de la police nationale. Nous prions qu'Allah lui accorde son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Libres, les 82 lycéennes nigériennes sont arrivées à Abuja. Au Nigeria, les 82 lycéennes kidnappées depuis 3 ans par le secte djihadiste de Boko Haram sont arrivées dimanche à Abuja, la capitale. Les jeunes femmes avaient été enlevées en avril 2014 par un commando islamiste. Au total, 276 adolescentes avaient été prises en otage. Une soixantaine d'entre elles avaient été plus tôt parvenues à s'échapper. C'est la fin de notre édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.